Espion, c'est quelqu'un qui se noie dans la masse, qui n'attire absolument aucune attention. On passe notre temps à mentir. Et on passe notre temps à manipuler quand même les gens. Si je faisais fuiter le truc, les gens étaient foutus. Hein. Tes parents, en fait, ils sont fiers, mais ils vont te perdre. Donc, qu'est-ce que vous risquez si vous revenez en Russie? La prison, la même chose que Navalny. Donc c'est vrai que dans l'actualité récente, on entend beaucoup parler d'espionnage en général. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez des agences d'espionnage aujourd'hui? Je crois que les agences d'espionnage vivent leurs derniers jours, peut-être, parce que, à mon avis, elles sont dépassées complètement dans leurs activités anciennes. C'est ce que j'ai mis d'ailleurs dans le livre que j'ai écrit avec un ancien du SDEC de la DGSE. Et ça a été très très mal accueilli, tu peux imaginer, dans la communauté du renseignement, parce qu'ils se sont dit salaud, ancien espion, lui il est plus là, donc il nous descend en disant ça c'est même pas la peine de continuer. Non, en fait le raisonnement c'est ça, c'est que les agents, bien évidemment, ils ont des moyens, ils ont un budget, ils ont l'habitude, ils ont des espions qui sont formés, ils vont continuer, c'est pas ça. Le problème n'est pas là. Le problème c'est que tu as les GAFAM, tu as Google, Apple, Microsoft et compagnie. On cite que les GAFAM, mais à la limite, tu as ta carte vitale, donc tout le monde sait ce que tu fais chez le médecin. Tu as ta carte de paiement, donc ta banque sait où tu achètes, ce que tu achètes, etc., etc. Donc en fait, maintenant pour se cacher, mais après, tu te balades dans les villes, hein, toutes les mairies maintenant, ils ont mis des caméras partout. NSA américaine, elle enregistre déjà quasiment tous les portables et tous les téléphones dans le monde. Hein, donc pour en échapper, et puis les gens disent non, vous savez, il y a des messageries Telegram, machin, etc. qui sont cryptées, donc on est protégé. Que dalle. C'est un piège à con, franchement. Si vous avez des messageries cryptées, surtout ne racontez pas des conneries là-dedans, hein, parce que vous êtes attendus. Hein. C'est vrai. Est-ce que vous avez l'impression que l'espionnage, et par exemple aussi la place des femmes dans ce milieu a évolué depuis 20 ans? Oui, déjà, elle a évolué par rapport à nous. Parce que moi, je suis un vieux, j'ai 60 ans. Je suis rentré dans le service d'espionnage en 1984, donc il y a très très longtemps. Et j'ai découvert qu'il y avait déjà un mythe au KGB, parce que en Occident, on imagine, on fait des fantasmes sur la belle russe, la belle espionne, comme chez James Bond, etc. Et en réalité, les femmes, il n'y en avait pas. Hein. On était, donc ma faculté c'est 80 personnes, il n'y avait aucune femme. J'avais une faculté à côté scientifique et technique, encore 80 personnes, aucune femme. Et on nous a réunis toute la promotion avant de commencer nos études, on était 320, aucune femme. Donc ça c'est un mythe. En revanche maintenant, ça change actuellement, surtout par rapport aussi au service russe, puisqu'on l'a vu dans le cas qui est très connu de 2010, de cet échange d'espions. Les Américains ont chopé 10 personnes, dont la fameuse Anna Koushenko, dite Chapman. Donc en fait, elle est super belle, et cette salope, il faut bien le dire, parce que c'est une pute en fait, qui était envoyée en Occident, et donc elle a trouvé quand même un pauvre anglais pour se marier avec lui, pour avoir la nationalité. Et puis après, il a foutu tout de suite dehors, et puis elle est partie toute seule aux États-Unis. Et d'ailleurs, quand elle a été chopée aux États-Unis, son pauvre mari, on raconte qu'il s'est mis sur la drogue, et de toute façon il est mort, hein. Il est mort très peu après, parce que soi-disant il était dans la dépression. Et elle, en revanche, elle a été super bien accueillie par Poutine, il l'a décorée, et puis elle a fondé sa chaîne télé, elle a fondé sa chaîne de cosmétiques. En fait, elle a super bien réussi dans la com. Donc ça prouve aussi que peut-être ça a changé un tout petit peu. Puis après, il y a autre chose aussi. Hein. Maintenant, tu peux faire du hacking sans sortir de ton pays. Hein. La fabrique de trolls, elle était à Saint-Pétersbourg, elle a foutu la merde partout dans le monde, y compris aux États-Unis. Enfin, ils ont quand même réussi à foutre la merde aux États-Unis pendant l'élection présidentielle. Ils ont foutu la même merde en France.
D'ailleurs, Macron lui en veut encore à camarade Poutine. En 2007, en fait, bien évidemment, ils ont attaqué sur les réseaux sociaux et surtout, ils ont attaqué Macron d'une manière assez dégueulasse en disant oh, le genou, il a une vieille avec laquelle elle est mariée. Et donc, bien évidemment, les commentaires, hein, je t'épargne le truc, mais vraiment, c'était mortel. Et d'ailleurs, Macron, quand il a reçu au mois de mai, c'était le premier chef d'État qu'il recevait à Versailles. Donc, il a déroulé quand même le tapis rouge à Versailles, dans le fameux palais de Louis XIV, etc. Mais il lui a envoyé quand même le scud dans la gueule à Poutine en lui disant, parce qu'il y avait une correspondante de RT, Russia Today, et de Sputnik qui a voulu lui poser la question, il dit je ne vous réponds pas parce que je ne vous considère pas comme un média. Donc en fait, c'est la preuve aussi que bien évidemment les services d'espionnage s'adaptent à la situation qui change. Et puis à vos jeunes années, quel profil recherchait le KGB ? Le KGB recherchait un profil d'abord des gens qui parlaient les langues étrangères. Parce que l'espionnage, il faut bien le savoir que dans tous les pays du monde, l'espionnage n'est pas autorisé de travailler dans le pays. Il peut le faire exceptionnellement, mais en principe, il est là pour foutre le bordel à l'étranger. Voilà, donc, et lui est interdit de faire la même chose sur le sol parce que l'activité d'espionnage, c'est une activité quand même criminelle et illégale. Donc, connaissance de langue. Après, vaut mieux connaître les relations internationales. Peut-être pas être un super expert, mais au moins avoir des notions de relations internationales. Après, ça dépend dans quelle branche en fait on va te diriger, parce que si on te dirige vers la science et la technique, à ce moment-là, vaut mieux peut-être avoir une formation d'ingénierie ou de sciences, parce que comme ça, tu pourras bien juger quel secret tu dois voler pour ton pays. Ou sinon, militaire, parce que des fois on te demande aussi de faire de l'espionnage dans le domaine militaire. Économiste, si on te demande de faire de l'économie et finance. Donc en fait les profils sont assez variés, suivant les domaines dans lesquels le gouvernement va t'employer. Mais quand même, de toute façon, connaissance de langue, il faut le savoir, hein, parce que si tu arrives juste avec ton russe, moi pas parler français, donnez-moi secret, bah tu n'iras pas très loin. Hein. Mais c'est vrai que vous, la manière dont vous avez été repéré par le KGB est assez originale quand même. Hein. Ah, elle est super originale. Hein. Elle est super originale. On était du temps de l'Union soviétique, derrière le rideau de fer, c'était la guerre froide. Moi, j'habitais à la Silicon Valley soviétique, la ville qui était fermée aux étrangers. Mais je faisais mes études dans l'école qui est l'équivalent de l'ENA, enfin entre Sciences Po Paris et l'ENA, mais qui est une école fermée aussi où il y avait que des étrangers des pays socialistes. Et depuis cette ville fermée et cette école fermée, j'ai participé à un concours de RFI, Radio France Internationale, un concours linguistique. Donc j'ai envoyé un télégramme depuis cette ville fermée. Bien évidemment, le KGB d'abord m'a pris pour un espion ou un dissident. Et donc ils ont organisé une chasse et puis après, à la fin, ils m'ont proposé de travailler avec eux. Parce que c'est vrai que vous, en 1984, vous intégrez l'Institut Andropov, hein, où sont formés un peu les futurs officiers. Qu'est-ce qu'on vous apprend concrètement là-bas ? Il y a une énorme différence, par exemple, avec le système français. Le système français, tu viens, on t'amène tout de suite au quartier général de l'espionnage et après, on t'apprend des trucs sur le tas, en quelque sorte. Nous, c'est une vraie institution. Et donc, en fait, qui a 5 facultés. D'ailleurs, je suis rentré la même année que Poutine. Mais Poutine, il avait déjà 9 ans au KGB avant de venir à Andropov. Donc, il était déjà commandant. Il avait déjà 9 ans dans les pattes de service de contre-espionnage. Donc, du coup, on lui a donné juste une année à faire. Et donc, c'est pour te dire que, par exemple, lui, c'est juste la différence entre le contre-espionnage et l'espionnage qu'on lui a appris. Donc ça va assez vite, hein. En 9 mois, tu es prêt. Nous, c'est différent, parce qu'à moi, on m'a demandé d'apprendre une nouvelle langue, espagnol, donc ça demande du temps. Et après, on me disait, oui, mais vous êtes jeune, enfin, vous êtes à la sortie d'une université, en fait, vous connaissez rien dans le monde, etc. Et donc, du coup, là, on t'apprend quand même beaucoup de choses. Donc d'abord, tu rentres, tu fais un stage commando. Tu fais 3 semaines chez les paras, dans une division para. Et là, c'est un truc tel qu'on le montre dans les pires documentaires télé. On essaie quand même de bien te casser quand même. Donc, même si bien évidemment, on ne te bat pas, parce qu'on est quand même tous officiers. Donc il y a le respect, nous portons quand même l'uniforme avec notre grade militaire, même si des fois ça ne correspond pas forcément, parce qu'on trompe en fait les paras.
Et donc là, on court, on saute avec parachute, on fait un peu de combat, on tire avec Kalachnikov, avec le pistolet Makarov, et après on oublie tout ça. Tu as fait ça une fois, et après on te dit, maintenant, oublie tout ça, parce que en fait, James Bondry, c'est dans les films. C'est dans les films. Nous, on forme des intellectuels. Vous êtes des intellectuels, et l'espionnage, c'est de l'information. C'est d'abord de l'information pour permettre à notre gouvernement, d'ailleurs dans n'importe quel pays, de prendre les décisions géopolitiques, géostratégiques. Et donc du coup, bien évidemment, pour faire ça, on t'apprend les langues, on t'apprend comment cueillir l'information, qu'est-ce qui est une bonne information, comment l'analyser. Et là, tu as perdu la moitié de ta chaîne. Hein. Ils sont partis parce que c'est tellement chiant que c'est même pas la peine de continuer. Donc, je sais pas. Après, on apprend aussi des choses plus pratiques parce que donc, comme on a dit, l'espionnage, c'est quand même une activité illégale. Donc, quand tu es dans un pays étranger pour faire de l'espionnage, il y a le service de contre-espionnage qui va essayer de te choper. Donc, on t'apprend à voir le service de contre-espionnage, de déjouer les filatures, de déjouer les pièges, de déjouer des écoutes, de déjouer les caméras, de les manipuler. Et puis après, on t'apprend aussi comment recruter les gens, comment recruter ce qu'on appelle les sources ou les agents. Parce que nous, en fait, nous, on est officier de carrière. Ça veut dire que nous, on sert pendant 25 ans comme militaire. Enfin, on a un statut militaire, même si on ne porte jamais l'uniforme. L'uniforme, on le porte uniquement pour prendre la photo pour la carte. Hein. Et puis après, on t'apprend aussi des choses, comment recruter l'agent, comment le traiter, comment l'encadrer, parce que lui, il risque la vie. Hein. Il faut bien le dire, dans la majorité des pays, le minimum qu'il risque, c'est 20 ans, hein, 15-20 ans. Hein. Et le maximum, c'est la pendaison ou une balle, en fait, ou une décapitation suivant les pays. Parce que, voilà, il y a des pays plus sympathiques que les autres pour tuer les gens. Et donc, bien évidemment, la source ou notre agent, c'est lui qui va voler les secrets. D'ailleurs, ça fait la différence avec tous les films et tous les romans d'espionnage. Si j'arrive à Paris, je ne vais jamais aller à l'Élysée ou à Matignon pour voler un petit document, je ne sais pas, comme dans les films de James Bond, non. En revanche, je vais recruter une femme qui est, par exemple, femme de ménage à l'Élysée ou à Matignon. Je vais recruter quelqu'un qui travaille au cabinet. Ça, on t'apprend aussi. On t'apprend aussi des choses psychologiques pour chercher la personne, pour voir quel est son profil, quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts, là-dessus, où est-ce que tu peux jouer. Dans tous les pays, c'est la même chose. On joue sur l'idéologie, donc c'est quelqu'un qui est prêt à s'engager pour la cause de ton pays. Oui. Donc nous, on était un pays communiste, donc il y a plein de gens qui croient en communisme, donc il y a les partis communistes, donc tu peux recruter les gens qui croient en communisme. Donc ça, c'est ce qu'il y a. Nous, on croyait que on était sûr que c'était le meilleur. Après, tu as l'argent, tu as les gens qui sont prêts à te vendre des trucs, donc ça marche aussi, puisque c'est une motivation positive. Il y a des gens qui veulent vendre les secrets. Bon, ça existe, nous, on est preneurs, il n'y a aucun problème. Après, il y a le compromat. Ça veut dire que tu prends quelqu'un dans une situation un peu délicate, et puis après tu lui dis, bon ben, à ta femme, ou à ton chef, ou à ton pays, on peut mettre sur la chaîne YouTube un truc comme ça, si tu veux pas qu'on le mette, ben à ce moment-là, tu me donnes des secrets. Ouais. Mais en revanche, ce qu'on nous précise bien, c'est que la motivation qui marche le mieux, c'est toujours une motivation positive. Ça veut dire celui qui s'engage avec toi, soit pour la cause, soit pour le fric, il va tenir plus longtemps que celui que tu forces de donner quelque chose. Parce qu'il cherchera à se débarrasser de la relation qu'il a avec toi, parce qu'en gros, en fait, bien évidemment, il souffre. En fait. Premier tournant, il te vendra ou il te fera quand même un coup tordu. Hein. Oui, j'imagine. Et c'est que donc, vous commencez votre service au KGB dans un contexte un peu de guerre froide complètement. Est-ce que l'intégrer, c'était comme une chance, ou est-ce que ça vous faisait peut-être un peu peur à cette période? Peur pas. Non, peur pas, parce que comme je dis, en fait, on nous raconte assez rapidement
que l'espionnage, c'est pas les courses-poursuites avec les mitraillettes, donc c'est pas les batailles, enfin, tu fais pas de karaté à la longueur de la journée, donc non, non. On nous apprend ça, mais c'est juste pour te donner par exemple de l'assurance, parce que des fois tu peux donner rendez-vous la nuit dans un quartier malfamé à ton agent, à ta source, et il faut que tu n'aies pas peur d'aller tout seul dans un quartier de merde où tu peux quand même être, je sais pas, braqué ou agressé, etc. Donc voilà. Mais en principe, quand même, on ne court pas beaucoup de risques. En plus, beaucoup d'officiers d'espionnage travaillent sous la couverture diplomatique. À ce moment-là, tu es protégé par l'immunité diplomatique. Ça veut dire que même si on t'arrête, on ne te mettra même pas dans prison, on t'expulsera de ton pays et basta, et ça s'arrêtera là. En revanche, il y a autre chose aussi, c'est que pour nous, bien évidemment, le pays était fermé. Il y avait le rideau de fer, il y avait le mur de Berlin, et nous, on était 300 millions de pauvres gugus, nos épouses, ou nos sœurettes, ou nos mamans, qui étaient coincées dans 22 millions de kilomètres carrés. C'est grand, mais en même temps, on n'avait pas la possibilité, pas énormément de possibilités de voyager à l'étranger. Donc bien évidemment, ça crée une certaine concurrence. Et quand il y a le service qui vient te dire, bah écoute, tu iras dans un pays capitaliste, donc tu pourras aussi t'acheter des choses que tu qui manquent dans ton pays, gagner bien ta vie. Et puis on te met quand même de la pommade, hein, donc on t'explique que quand même c'est l'élite de l'élite, et donc bien évidemment on nous flatte, hein, et on est content d'être flatté. Hein. En plus, moi c'était un peu particulier parce que ils m'ont d'abord dit on va te foutre en tôle. Et puis après, ils ont dit oui, mais si tu veux aller pas en tôle, ben, en fait, on te propose de travailler pour nous. Bien évidemment, j'ai dit tout de suite oui. Puis après, j'ai changé d'avis. Et là non plus, ils m'ont pas agressé, ils m'ont pas mis en prison ni rien du tout. Hein, ils m'ont pas cassé la carrière, mais ils l'ont cassé d'une manière très habile. Parce qu'à la sortie de MGIMO, à la sortie de mon université, ils m'ont mis dans une cage dorée. Ils m'ont mis à la Paris centrale du ministère de Commerce extérieur. Donc c'est un super job, hein. Centre-ville, grand bâtiment, très connu, très envié, parce que là aussi c'est le ministère qui te permet d'aller à l'étranger. Donc voilà. Mais ils m'ont foutu dans un service qui était le service de statistique et d'économie. D'ailleurs, je pouvais pas dire non puisque c'est mon diplôme. En fait, j'avais un diplôme d'économiste international. T'avais pas de fenêtre, t'avais juste les murs. L'endroit était petit, tu voyais personne. Et mon officier traitant, il a gardé contact avec moi. Et donc, chaque semaine, elle me rappelait en me disant « Ça va, tu te plais dans ton placard ?» Et au bout de 3 mois, j'ai craqué, je me suis dit « Bon, allez, j'ai commis une connerie en vous disant que je voulais plus travailler avec vous, donc allons-y. Est-ce que c'est possible de revenir ?» Et là, la machine s'est relancée. Mais comment vous aviez dit à vos parents, il me semble qu'ils s'appellent Oleg et Lydia, oui, que vous faisiez partie du KGB? Oh, ça c'est très facile en fait, c'est la même chose. Le KGB en Russie, c'est quand même une vision, disons, on avait des périodes où ça faisait très peur. Goulag, NKVD, Staline, ça c'est quelque chose qui faisait très très peur, mais appartenir à cette époque-là au service d'espionnage, de contre-espionnage, de sécurité, c'est quand même un job qui était vachement envié. Hein. C'est une belle situation. Hein. Donc les parents n'étaient pas, c'était pas comme si tu venais annoncer que tu es homo à tes parents et là ils vont se suicider parce qu'ils vont se dire notre joli garçon il est complètement foutu, il n'aura plus rien devant lui. Non, tu leur annonces quand même que tu fais partie de l'élite et donc en fait au contraire ils sont très contents. Ils sont très fiers. Après, le truc, tu as le droit de leur dire que tu fais partie du KGB, tu leur racontes rien d'autre. Hein. Donc, ils ne savent pas ni où tu es, ni ce que tu fais, ni ta formation, ni tes missions, rien du tout. Donc, ils savent juste que tu es dans un bon service et que tu vas partir à l'étranger. D'ailleurs, moi j'étais destiné aussi de travailler pour ce qu'on appelle le service des illégaux. Donc c'est un service qui n'est pas rattaché au pays. Tu joues, je pouvais jouer, je sais pas, un Français aux États-Unis, au Canada ou dans un pays d'Amérique latine. Et là, quand tu fais ça, tu pars pour 10, 20, 30 ans. Oui. Ça veut dire que tes parents, en fait, en gros, ils sont fiers, mais ils vont te perdre. Et d'ailleurs, quand je commençais à travailler, moi je dormais dans l'avion et ils m'ont pas vu pendant 10 ans. Hein. Et ça m'a aidé aussi un tout petit peu par la suite.
parce que lorsque j'ai été obligé de quitter mon pays, pendant 20 ans, je ne les ai pas revus. Et en réalité, c'était presque notre habitude. Hein. Oui. Donc, quand j'étais bien dans ma peau et quand j'ai réussi, même professionnellement, pour eux, ça ne changeait rien, en fait. Que je sois dans la merde ou dans la réussite, de toute façon, ils ne me voyaient pas. Hein. Mais j'imagine que faire partie du KGB, ça a quand même demandé des sacrifices de votre part. C'est un régime quand même assez strict. Quand tu fais partie du KGB, bien évidemment, ça te demande des sacrifices parce que l'activité est particulière. Ça veut dire que déjà, moi, on me préparait pour le service des égaux, donc du coup, j'ai pas réussi à me marier. Parce que d'abord, ils m'ont cassé déjà ma vie privée. Hein. Parce qu'à un moment donné, ils ont dit, voilà, comme j'étais célibataire quand je suis rentré dedans, ils m'ont dit, si jamais tu trouves quelqu'un, tu dois nous présenter la candidature de la future épouse, voilà. Nous, on va regarder si elle correspond à nos critères. Donc, je sortais avec une fille et on commençait à réfléchir sérieusement à se marier. Donc, j'ai vu mon officier traitant, je lui ai amené les coordonnées. Et 3 semaines après ou 2 semaines après, ça a pris quand même un temps. Hein, il m'a dit, bah non. Le service a dit non. Ils ne te donnent pas la raison. Hein. Ils te disent, le service te déconseille de le faire. J'avais le choix, soit d'accepter cette décision, soit de leur dire, ben allez vous faire foutre, moi je préfère ma fiancée ou ma vie privée. Bon après, ça veut dire que tu te dis, j'irai plus jamais à l'étranger. Je n'exercerai pas le métier quand même qui est assez passionnant, hein, et puis je verrai jamais le monde, etc., etc. Donc j'ai accepté ça, mais suite à ça, ils m'ont quand même bien cassé, hein, bien cassé. Et puis même quand tu es sur le terrain, parce que par exemple je suis venu en France, et donc, mais j'étais encore célibataire, et ils me poussaient en disant, mais il faut que tu trouves une Française, hein. Bah, il faut que tu fasses la même chose que la fameuse Kouchenko a fait avec son pauvre Chapman, mais à l'inverse. Donc il faudrait que je trouve une Française. Et là, à un moment donné, là aussi, tu as quand même des remords en disant où est-ce que je l'embarque, la pauvre, parce que moi je sais, enfin moi j'ai signé pour ça, moi je sais que j'ai l'uniforme, j'ai l'engagement pour mon pays, mais elle n'a rien demandé, et donc du coup j'ai eu aussi des remords, et donc ça te travaille quand même la tête. Hein. Donc voilà, donc après tu es obligé aussi de mentir, même si dans notre vie, quand même, on ment assez souvent, hein, parce qu'en fait, le monde s'il était fait uniquement avec la vérité, il serait invivable. Hein. Mais nous, c'est notre métier, on passe notre temps à mentir. Et on passe notre temps à manipuler quand même les gens. Ça veut dire que tu développes quand même une relation de confiance. Donc les gens te font confiance et tu joues sur cette confiance pour les amener vers l'échafaud. Certains, ils vont être fusillés, ils vont être mis en prison. Donc c'est quand même un métier de salaud. Hein. Faut bien le dire. Hein. Donc du coup, vous n'avez jamais trahi votre service ? Le service, non, même s'ils me considèrent actuellement, puisque j'ai quand même eu une embrouille avec eux, parce que je l'ai quitté d'une manière normale, parce que tout simplement l'Union soviétique s'est décomposée, mon service a disparu en 1991, cette année on fait 30 ans de cette date, et donc du coup c'est comme si tu étais marié avec une femme, et puis sa sœur vient, après la mort de ta femme, il dit, bah maintenant t'es mon mari. Donc le nouveau service, le SVR, il a dit, bah, puisque tu étais au KGB, bah, maintenant tu es chez nous. Bah, je dis non, j'ai signé pour le service, il est mort, hein, point barre. Hein, mon contrat s'est terminé là-dessus. Bon, à l'époque, ils m'ont laissé partir. Et puis à un moment donné, j'avais quand même un bon travail, c'est que je m'occupais à faire soigner les Russes très riches et très puissants en Suisse et en France et dans le monde occidental. Et puis je leur ouvrais aussi des comptes, je les accompagnais avec conseils, etc. Et donc quand tu fais ça, tu connais beaucoup de monde et tu connais beaucoup de monde puissant qui ont des secrets. Donc c'est quelque chose qui est très sensible. Et donc du coup le service est revenu vers moi en disant mais en fait on voudrait bien te récupérer. En plus je travaillais avec la présidence de la République en Russie, donc je connaissais l'état de santé de Boris Yeltsin, le président, qui était très très malade pendant les élections. Et si je faisais fuiter le truc, l'élection était foutue. Hein, voilà. Et donc à un moment donné tu possèdes quand même des secrets très sensibles et les gars ils sont mal à l'aise, donc ils ont voulu me récupérer. Moi je voulais pas, donc je leur ai fait un procès assez rigolo. Je leur ai demandé mon diplôme du KGB, ils n'ont pas voulu me
donnaient, je les attaquais devant le tribunal, j'ai fait le clown sur tous les plateaux télé, dans tous les médias. Et donc, ils n'ont pas aimé ça. Et donc, suite à ça, j'étais obligé quand même de quitter le pays. Ouais, forcément. Mais donc, qu'est-ce que vous risquez si vous revenez en Russie? La prison, la même chose que Navalny. Ouais. Donc, il y a l'opposant Navalny qui était parti se faire soigner en Allemagne. Parce que Poutine, enfin... plus ou moins, enfin bien évidemment c'est pas Vladimir qui lui a mis de Novichok, hein, mais on sait très bien, il a piégé d'ailleurs le gars du FSB qui a reçu l'ordre de le faire. Mais quand il a voulu revenir en Russie, enfin j'allais presque dire en Union soviétique, parce qu'en fait Poutine c'est presque l'Union soviétique. Il a été tout de suite arrêté à Sheremetyevo, prison, casse-prison, et puis on lui a sorti quand même toutes les condamnations soi-disant pour les vols et les escroqueries. C'est du pipeau, hein, tout est inventé, hein, c'est n'importe quoi. Et moi c'est pareil, c'est la même chose. Moi j'ai fait quand même quelque chose qui est malheureux pour eux, je les ai ridiculisés. Et en fait même pas moi, je les ai amenés à se faire ridiculiser. Et tu sais, dans la vie, c'est la pire des choses. En fait, si tu te veux créer le pire ennemi, c'est ça la pire des choses. Parce que même si tu te bats avec quelqu'un, il va l'oublier ça. Mais humiliation, ça c'est quelque chose qui marque. Et donc, quand un service d'espionnage que tu as humilié et qui a de la rancune, là, il va t'attendre au tournant, hein, il n'y a aucun problème. Donc, ma cellule à Lefort-Vaux, il m'attend depuis 20 ans. Hein. Mais aujourd'hui, pour vous, c'est quoi un bon espion, un bon agent secret? C'est l'inverse de James Bond. Ça, c'est la réponse très facile. Donc, en fait, tu prends James Bond et tu fais tout à l'envers. Et donc là, ce sera un bon espion. Donc en gros, un bon espion, ce sera déjà pas un mec super gaulé, très fort, un mec chétif, petit, machin, voire une mamie. Hein, ça peut être une excellente espionne. Donc voilà, tu sais que c'est comme dans le film américain Red, donc A Retired and Extremely Dangerous. Tu vois, et donc en fait, tu prends un retraité qui paye pas de mine, et en fait, c'est un tueur à gages abominable qui peut te dézinguer un bataillon de commando, n'importe comment. Espion, c'est quelqu'un qui se noie dans la masse, qui n'attire absolument aucune attention. C'est quelqu'un qui rentre dans la pièce, il va passer du temps avec toi, tu vas devenir ami avec lui. Hein. Au bout de 30 minutes, tu lui donneras ton numéro de téléphone, ta carte bleue, ta carte vitale, enfin tout ce que tu lui raconteras tout sur ta copine, sur ton copain, enfin c'est suivant ce que tu préfères. Et quand il ressortira, tu le verras dès qu'il a franchi le seuil de ta porte, tu ne t'en souviendras pas de lui. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vite va aller dans les points sensibles de ta personnalité, mais en même temps qui ne va pas marquer ton esprit. En fait, c'est quelqu'un qui passe partout. Voilà, ça c'est un super espion. C'est de la manipulation en fait. Ah mais bien évidemment c'est la manipulation, oui tout à fait. On manipule beaucoup en fait dans le service. C'est notre métier. Notre métier c'est de faire manipuler les gens. Et de manipuler les gens. Oui, tout à fait. Et justement, comment on manipule, comment on ment bien en fait? Pour mentir bien, il faut à un moment donné quand même croire un tout petit peu à ce que tu racontes. Mais il y a un danger. Parce que tu sais, on dit, en fait, les psychiatres disent que tant que tu sais que tu mens, t'es encore normal. Quand tu commences à croire dans les mensonges que tu racontes, là, t'es décroché, t'es déjà de l'autre côté, hein, quelque part. Il faut être sincère, hein, tout simplement, s'intéresser à la personne. D'ailleurs, c'est assez facile, c'est la personne avec laquelle tu travailles est sympathique. Alors moi, je ne travaille pas que avec les personnes sympathiques, hein, parce que tu peux avoir quelqu'un qui a accès à des secrets, qui est un mec dégueulasse, mais tu es obligé de le faire. Donc du coup, tu fais quand même un effort sur toi, parce que, en fait, avec n'importe quelle personne qui est face à toi, tu dois le faire comprendre que tu es son meilleur pote. Donc il faut savoir écouter, parce que les gens adorent raconter leur vie. Donc déjà, tu es à moitié espion, parce que tu me poses des questions, et moi je peux te raconter ma vie pendant 3 heures, et puis si tu me relances, plus je vais rester. Donc je prends mon pied, donc du coup après tu peux me manipuler par rapport à ça.
Voilà. Après, tu peux, par exemple, je sais pas, me flatter en disant oh mais c'est génial ce que vous racontez. Même si tu dis putain, j'en ai marre de ce mec. Pourquoi je l'ai invité? J'arrive pas à le foutre à la porte. Et en fait, tu es obligé parce que tu sais qu'il a le secret que tu dois lui voler. Et en fait, même pas voler. Il faut, quand tu manipules la personne, il faut que elle vienne te proposer ton truc. Ça, c'est le top de top, c'est ça. Le top de top, c'est pas en disant allez, tu me racontes ta vie, avec qui tu couches, où est ton fric, le numéro de ton compte en Suisse. Non. Je vais passer du temps avec toi et au bout de 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine, 2 semaines, c'est toi qui vas me dire écoute, moi j'ai fait une connerie, j'ai braqué une banque, j'ai encore mes flingues qui sont. Voilà, ça c'est le top de chez top. Ouais, j'imagine. Mais c'est vrai qu'en 91, on vous dit il faut infiltrer l'ENA, la prestigieuse école. Pourquoi c'était une cible intéressante pour le KGB? D'abord, on m'a pas dit. C'est moi qui ai déniché le truc. On m'a dit il faut aller en France. Et il faut trouver des cibles. Et donc, moi, j'avais, à cette époque-là, j'avais une super couverture parce que j'avais une émission de télévision, donc j'étais un journaliste, un vrai journaliste, parce qu'en fait, je passais à la télévision, on pouvait regarder, j'interviewais l'ambassadeur de France à Moscou, tous les ministres qui passaient par Moscou, donc j'avais la couverture parfaite. Mais on m'a dit, on en a marre que tu restes uniquement à Moscou. Nous, c'est quand même l'espionnage, c'est là-bas que ça se passe, hein, donc Paris et autre chose. Donc je suis allé à Paris et je me suis dit qu'est-ce que je pouvais trouver comme cible. Donc ça, c'est très facile. C'est les lieux de pouvoir. Tout ce qui intéresse l'espionnage, c'est les lieux de pouvoir. Donc Élysée, Matignon, Quai d'Orsay, ministère de la Défense, ministère de l'économie, les grandes entreprises, le CAC 40, les entreprises sensibles, donc Thales, Airbus, voilà. Les entreprises qui possèdent les secrets technologiques, les grands instituts de recherche, les trucs comme ça, ou les laboratoires de recherche. Et donc, moi j'ai trouvé tout ça, donc je me suis dit, je vais faire comme journaliste, je viens à Paris et je fais une série de reportages sur toutes ces institutions. Donc ça me donne un prétexte officiel d'aller les voir. En plus, ils sont vachement contents parce que dès que tu leur demandes leur avis, tous les politiciens, ils adorent passer devant les caméras, donc il n'y a aucun problème. Il ne faut pas les pousser, hein, donc ils viennent tout seuls. Hein. Donc je téléphone à l'ENA, en leur disant, je fais le reportage sur vous, j'ai été reçu, donc bien évidemment, par la responsable des relations internationales. Et à la fin de cet entretien, c'est elle qui m'a proposé, enfin c'est eux, ils étaient deux, il y a un directeur adjoint des stages et la responsable des relations internationales qui m'ont dit cette année, c'est la première fois que l'école s'ouvre soviétique et on a déjà l'interprète de Gorbatchev qui a donné déjà l'accord. Est-ce que ça vous intéresserait? Et bien évidemment, pour un espion, c'était un truc génial parce que c'est eux qui m'ont proposé. Donc, tu imagines que j'ai fait la gueule en disant « Oh putain, c'est quoi votre école? Mais j'en ai marre. » Non, j'ai un boulot intéressant, etc. Et alors là, ils m'ont poussé « Mais non, mais regardez, ça va vous ouvrir encore des portes, etc. » Et vous savez, si c'est une question d'argent, ben, on va vous payer vos études, on va vous donner la bourse. Donc là, tu imagines que c'est un coup réussi. Pourquoi l'ENA nous intéresse? Parce que l'ENA, la réponse est très simple. Tu prends 4 présidents français, Hollande, Macron, Chirac et Giscard d'Estaing, tous énarques. Chez les premiers ministres, tu en as 15 premiers ministres qui sont énarques. Oui. Chez les hommes politiques, chez les grands chefs de grandes entreprises, ils sont tous énarques. Et donc, du coup, bien évidemment, c'est les gens qui prennent des décisions, qui sont, même quand ils ne sont pas connus, ce sont les hauts fonctionnaires, donc c'est eux qui font marcher les ministères, donc tous les secrets, c'est eux qui les connaissent. Oui. Et bien évidemment, quand on m'a proposé ça, et quand je suis revenu à Moscou, mes chefs, ils ont dit, t'as réussi à faire ça? Ils t'ont invité. Ils te payent tes études. Bien évidemment, ils étaient vachement contents. Donc, voilà. Et donc, du coup, vous avez fait des fiches, c'est ça, sur des membres en fait de l'ENA, c'est ça? Vous étiez copains un peu avec tout le monde, c'était un peu le but? Le but, c'était ça. Donc, bien évidemment, quand je suis arrivé, donc je suis devenu copain avec tout le monde. Donc, on faisait des sorties. En plus, les étrangers, ils aiment bien faire de la fête. Hein, quand ils viennent faire l'ENA, parce qu'on avait quand même une quarantaine d'étrangers et puis 80 ou une centaine de Français dans notre promotion.
Et donc on sortait entre Français, entre les étrangers, et là, bien évidemment, tu cibles les personnes, tu regardes qui a le potentiel de devenir quelqu'un dans l'avenir. Par exemple, j'ai repéré tout de suite une Autrichienne qui avait énormément d'ego, qui était super, enfin, et quand même, elle se prenait pas pour une merde, hein, donc elle avait les chevilles qui étaient super grandes. Donc je l'ai bien travaillé. J'ai découvert par exemple qu'elle aimait danser de la valse viennoise, donc j'ai bien évidemment dansé quand il y avait des sorties, la valse avec elle. D'ailleurs, je me suis battu avec elle parce qu'en fait, elle avait un caractère d'homme et elle voulait mener la valse. Oui, okay. Et donc du coup, j'avais du mal quand même à la mener. Et il a fallu que je lui explique que c'est l'homme qui mène et la femme doit quand même se soumettre, même si c'est quelque chose qui paraît comme ça abominable, mais dans la danse c'est comme ça. Hein. Et cette Karine Knassel est devenue ministre des Affaires étrangères d'Autriche. C'est ce qui m'a fasciné avec ses collègues russes, c'était la maîtrise de la langue française, mais vraiment avec toutes les nuances. En plus, ils savaient très bien danser la valse. Depuis, Sergueï Girnov a révélé qu'à l'époque, il était un agent du KGB. Ah bon, oui. Est-ce que ça vous étonne? Non, ça ne m'étonne pas du tout. Quand j'ai raconté cette histoire de valse au complément d'enquête en 2018, mon ami Poutine l'a écouté et 6 mois après, il se mariait en Autriche et Poutine est venu exprès à son mariage pour danser la valse avec elle. Donc ma fiche, elle aime danser la valse et le truc qui s'est souvenu que moi aussi j'aimais danser la valse, ça a servi même au service d'espionnage actuel pour un chef d'État. Et donc aujourd'hui, est-ce que vous travaillez un peu toujours dans le milieu du renseignement ou pas du tout? En principe non. Après, tu peux avoir des entreprises qui veulent, par exemple, t'inviter pour faire une conférence, pour leur raconter ta vision, soit géopolitique, soit géostratégique, soit les relations internationales, ou de la sécurité, parce qu'ils disent, puisque tu es espion, tu vas peut-être nous dire quels sont les failles de notre entreprise. Si tu étais espion, par quoi, par qui, par où tu voudrais rentrer dans l'entreprise. Et donc là, c'est même des trucs qui se paient bien, hein, parce que là, du coup, c'est une compétence qui est rare. C'est pas pour me mettre en valeur, mais en France, je suis plus ou moins seul qui a la capacité de l'intérieur de te raconter ce que je viens de te raconter. Pour mes collègues de la DGSE, il y a Olivier Mas, il y a François Varou, et puis c'est quasiment tout, c'est tout. Il y a encore peut-être une troisième personne quelque part. Donc en fait, on est quand même des ovnis, hein. On est quand même des gens qui sont vastement sollicités, et on est très content de le faire. Parce que justement, vous parlez d'Olivier Mas et de François Varou, qui sont des anciens de la DGSE. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des services de renseignement français ? Les Russes, mes collègues, surtout des services de contre-espionnage, aiment bien descendre les services français. Moi, je le fais pas. Je reconnais que les services français, c'est les petits services, il faut bien le dire, ils n'ont pas les moyens des Amerlocs ou des Chinois, ou même des Israéliens, qui sont beaucoup plus agressifs et beaucoup plus, peut-être, ils iront là où les Français n'iront pas, mais c'est pas de la merde, hein. La DGSE, c'est pas de la merde, hein. C'est un bon service, hein. C'est un bon service. Après, c'est un service même qui peut nous casser les pieds. Enfin, je dirais que c'est plus la DGSI qui pouvait nous casser les pieds, parce que les Français sont les gens cartésiens, mais en même temps, ils peuvent être chiants, hein. Ça veut dire que quand ils s'appliquent, ils peuvent quand même te pourrir la vie bien. Et donc voilà, et puis ils peuvent organiser aussi des choses tordues. On a vu avec Rainbow Warrior sous Mitterrand, hein, donc tu étais même pas né, hein. Voilà, et donc ils ont coulé quand même un bateau de Greenpeace. C'est un truc dégueulasse. Après, le problème, c'est qu'ils se fait prendre, et après ils ont été dénoncés même par leur propre hiérarchie, qui n'a pas assumé. Parce que l'ordre, bien évidemment, c'est Mitterrand qui l'a donné, mais il n'a jamais voulu le reconnaître. Voilà. Mais les services français sont les beaux services, hein. Et disons que si je prends rapport budget-efficacité, ils sont peut-être plus efficaces que les Amerlocs. Et c'est souvent par rapport aux services qui n'ont pas énormément de moyens, donc du coup,
tu dois te démerder quand même plus que le service qui arrive avec les valises de dollars, avec les scuds, avec toute la logistique qui est autour et qui se font quand même baiser. Il faut bien le dire assez souvent. C'est pas parce que t'as un pays énorme derrière. Nous en Afghanistan quand même on s'est fait éjecter au bout de 10 ans. Les Amerlocs qui ont perdu quand même la guerre de Vietnam. Et les Amerlocs ont commis quand même la même chose que nous en Afghanistan. Ça veut dire ils ont foutu les pieds dans le même bordel où nous on s'est déjà fait dézinguer. Donc il faut être quand même un peu con aussi pour ne pas tirer les leçons sur les fautes des autres. Je voudrais dire que ceux qui pensent, qui ont le truc dans la tête en regardant des films, moi je rêve de faire un espion. Réfléchissez quand même 10 fois, hein, les gars, hein, parce que là c'est quand même un métier de merde, il faut bien le dire, c'est un métier de salaud, c'est un métier quand vous êtes jeune, ça vous branche, hein, parce que bon, ça fait rêver, mais après très rapidement vous allez peut-être regretter votre choix. Donc si vous voulez devenir espion, ne regardez pas forcément James Bond, allez plutôt acheter le livre de François Varro et de Sergei Girnov, KGB, DGSE, deux espions face à face. Merci. Merci beaucoup.